L'année dernière, je vous ai présenté mon investissement locatif. Un T2 situé à Chambéry qui générait près de 800 € de loyer tous les mois. Comme beaucoup de Français, je me suis lancé dans cette aventure il y a quelques années. Mais j'ai vendu ce bien cette année. Dans cette vidéo, je fais le bilan avec tous les chiffres. Vendre mon bien m'a fait gagner 27 079 € net d'impôts. Ma performance est de plus 62,9% en 4 ans et 6 mois. Concrètement, j'ai vendu à 144 250 € et j'ai payé 7 000 € de frais d'agence. Cela fait 137 250 €, mais ce n'est pas la somme que mon notaire a virée sur mon compte bancaire. Il a fallu rembourser les 60 751 € de crédit immobilier que je devais encore à ma banque. J'ai dû également payer 19% de plus-value calculée au titre de l'impôt sur le revenu, soit 3 362 €. À cela, vous pouvez ajouter des prélèvements sociaux au taux global de 17,2%, soit 3 043 €. En tout, je m'acquitte de 6 405 € d'impôt sur la plus-value. Donc, mon notaire a viré 70 094 € sur mon compte bancaire. Pour connaître ma plus-value finale, je soustrais mon apport initial qui était de 43 015 €. C'est ainsi que j'obtiens les 27 079 € qui constituent les 62,9% de gain net que j'évoquais en début de vidéo. La plus-value est plutôt impressionnante dans l'absolu, mais elle fait en vérité pâle figure par rapport à la performance d'un ETF MSCI World sur la même période. 2020 était une période historiquement favorable pour l'achat immobilier. Grâce à la politique monétaire des banques centrales, les taux étaient très bas et le marché de l'immobilier était particulièrement dynamique. Un ami marchand de biens me montre un T2 à Chambéry, la ville de mon enfance. Pas d'ascenseur, pas de jardin, les charges sont faibles. La copropriété est petite, ce qui implique peu de décisions collectives. Ces caractéristiques limitent les imprévus, un vrai plus pour moi qui n'ai pas du tout d'expérience à ce moment-là. Pour le T2, j'obtiens un prix d'achat de 120 650 €. À cela, vous pouvez ajouter 10 577 € de frais d'acquisition qui comprennent environ 9 000 € de frais de notaire. Vu que je suis passé en direct avec un marchand de biens, je n'ai pas payé de frais d'agence. À cette époque, je n'ai pas encore créé Finari. J'achète avec un apport personnel de 43 015 €, un tiers du bien, soit un effet de levier de 3. Le reste est financé par un emprunt bancaire de 88 960 € à un taux de 1,10% sur 15 ans. Ce n'est pas idéal, mais impossible pour moi d'obtenir plus d'effets de levier vu qu'à l'époque, je n'avais plus de CDI. J'ai notamment créé Finari parce que j'avais envie de voir la rentabilité de cette opération. 5 ans plus tard, vous bénéficiez de ce travail. Finari vous permet aussi de suivre l'ensemble de votre épargne et de synchroniser vos comptes de façon sécurisée. Et bonne nouvelle, l'application est gratuite. Mais assez parlé de Finari, on retourne à mon bien immobilier. L'objectif de cette acquisition est de faire une opération immobilière rentable. Je m'oriente donc rapidement vers le régime de la location meublée non professionnelle, aussi connu sous le nom de LMNP. Ce régime, similaire au LMP, la location meublée professionnelle, permet d'amortir le prix d'achat d'un bien tout au long de son exploitation. Concrètement, votre prix d'acquisition peut devenir une charge à répartir sur une durée comprise entre 25 et 40 ans. Chaque année, votre comptable effectue un calcul très simple à l'appui de documents justificatifs comme des factures de charges, de travaux ou de mobilier. Résultat imposable égale loyer moins charges déductibles. À la fin de la période, il en tire un résultat à déclarer au régime réel qui permet de déduire les frais réels des recettes. Concrètement, cela signifie que mes revenus imposables peuvent tomber à zéro. Je touche donc des loyers, mais ne dois pas payer d'impôt dessus pendant des années. Ce statut s'applique tant que mes recettes locatives restent sous 23 000 € par an, ou qu'elles restent inférieures à mes autres éventuels revenus d'activité. Les loyers sont de 760 à 780 € par mois et mes mensualités, elles, de 542 € par mois. Donc, tous les mois où le bien est loué, les loyers couvrent mes mensualités et l'ensemble de mes frais de gestion. Ce bien s'autofinance. Pour optimiser mes frais, et comme j'ai du temps, je décide de ne pas déléguer la gestion du bien à une agence. Je gère donc en direct avec les locataires. Quand j'achète le bien en septembre 2020, il est déjà loué. Mais pas de chance, le locataire va résilier le bail dans le mois qui suit l'acquisition. Donc je vais sur le Bon Coin et je lance une nouvelle annonce pour trouver un nouveau locataire. Mais concrètement, qu'est-ce qui permet de sortir du lot ? Eh bien, un titre clair, la surface, le quartier, un prix, des photos lumineuses et une description qui indique les transports, les commerces et surtout l'état du bien. Je fais une série de visites et suis les conseils d'autres investisseurs immobiliers dans la région en privilégiant les étudiants. L'idée, c'est d'avoir une demande stable. Très vite, je trouve un excellent candidat. Son garant est solide et ses revenus excèdent largement 3 fois le loyer. Ce locataire va rester 2 ans. Une personne de confiance est sur place pour faire les entrées et sorties ou intervenir en cas d'urgence. En plus de l'annonce, je prépare d'autres documents types comme le bail ou l'inventaire. Le but est de me simplifier la vie le plus possible en mettant en place un système, un bail pré-rempli, une annonce prête à l'emploi, un inventaire du mobilier sur Excel. Évidemment, mon objectif était d'avoir le moins de rotation parmi les locataires.
Au final, j'aurais eu 3 locataires sur la période. Un taux de rotation qui peut paraître important, mais qui est en réalité assez standard lorsqu'on loue du meublé. Par ailleurs, ces rotations vous permettent d'augmenter le loyer dans la limite évidemment de l'augmentation de l'indice de référence des loyers. Dans mon cas, ça m'a permis d'augmenter le loyer d'environ 20 € entre chaque locataire. En résumé, malgré quelques problèmes mineurs, tout se passe plutôt bien. Oui, je dois financer des travaux de rénovation pour la toiture, mais ils sont gérés par le syndic. Je dois changer des meubles ou un peu de matériel, mais ils ne me coûtent pas grand-chose. Pendant les 5 ans d'investissement locatif, les locataires s'enchaînent sans période d'inoccupation. Je n'ai eu aucune vacance locative et la comptabilité annuelle, elle, me coûtait 300 €. Je n'ai pas opté pour l'assurance garantie loyer impayé, une assurance payante qui protège les propriétaires contre des impayés éventuels. Je n'ai pas non plus exigé du locataire une garantie Visale, la garantie loyer impayé d'Action Logement. Grâce au bail meublé, je peux demander 2 mois de caution. Cette garantie me semblait largement suffisante. Pendant 4 ans, de 2020 à 2024, mes 2 premiers locataires sont consciencieux et sans histoire. Mon 3e et dernier locataire, lui, est régulièrement en retard sur son paiement, et ce, dès le premier loyer. Cela va rapidement devenir une habitude. 3 à 5 jours de retard de loyer, parfois 10. Je dois le relancer régulièrement pour demander le paiement. Mais ce locataire n'est pas mon seul problème. Le syndic de l'immeuble est assez déplorable et la dernière propriétaire motivée à gérer le bien, elle, vient de déménager. Les assemblées générales prennent du retard et les documents sont envoyés la veille au format papier. J'ai l'impression d'être au Moyen-Âge. La copropriété reste saine, mais ces petits accros commencent à créer de la charge cognitive pour moi. À cette époque, je consacre 100% de mon énergie à Finari et je n'ai plus le temps de gérer ce genre de problème. Du coup, en 2024, je préfère signer un mandat de gestion auprès d'une agence. Le coût, 7% du loyer tous les mois, soit un peu moins de 55 €. En 2020, je pensais pouvoir dégager un cash flow positif de 150 à 200 € tous les mois. En réalité, en prenant en compte tous les frais, j'arrive tout juste à autofinancer le bien. Car oui, en plus des frais d'exploitation, il y a des impôts, notamment la taxe foncière. La première année, 509 €, la dernière, 638 €. Une augmentation de 25% en 4 ans. Un dernier imprévu vient de nouveau gréver ma performance, la réforme du LMNP. Cette réforme oblige les propriétaires de LMNP à réintégrer les amortissements déduits durant l'exploitation au moment de la revente. Pendant les 4 années de détention, j'ai déduit 11 670 € d'amortissement de mes revenus locatifs. C'était l'un des mécanismes centraux du statut LMNP. La réforme signifie que les amortissements viennent diminuer le prix d'acquisition du bien. Cette nouveauté va mécaniquement tirer vers le haut toute la plus-value imposable. Pour mesurer l'impact, il faut revenir au calcul de la plus-value. Mon produit de cession s'élevait à 137 250 €. Pour déterminer la plus-value imposable, l'administration fiscale permet d'ajuster ce prix d'acquisition. 2 éléments viennent le corriger. Les frais d'acquisition, calculés soit au forfait de 7,5%, soit au réel, j'ai opté pour le réel, plus avantageux dans mon cas. Ensuite, les travaux, déduits soit au forfait de 15% du prix d'acquisition, soit au réel sur justificatif, mais le forfait travaux n'est applicable que si le bien est détenu depuis au moins 5 ans. J'ai acquis l'appartement en septembre 2020, je l'ai cédé en mars 2025, soit après 4 ans et 6 mois. Je ne bénéficie donc pas de ce forfait. Mon prix d'acquisition corrigé s'établit ainsi à 131 227 €. La plus-value brute corrigée est donc de 137 250 € moins 131 227 €, soit 6 023 €. C'est ce montant qui aurait été imposable avant la réforme. En incluant l'impôt sur le revenu et les prélèvements sociaux, j'aurais dû payer seulement 1 144 € d'IR, d'impôt sur le revenu, et 1 036 € de prélèvements sociaux. Au total, la facture se serait élevée à 2 180 € d'impôt. Mais en application des nouvelles dispositions, mon impôt est maintenant déterminé par le prix d'acquisition corrigé qui se calcule en prenant en compte les amortissements. 131 227 € moins 11 670, soit 119 557 €. Le prix de cession, lui, reste le même. 137 250 € moins 119 557 €, soit 17 693 €. Ce montant, c'est ma nouvelle plus-value imposable après la réforme. Au final, si on calcule la différence entre la situation avant la réforme et après la réforme, cela me génère un surplus de 4 225 € d'impôts. L'investissement locatif demande du temps, bien plus que je ne l'imaginais. J'aurais pu attendre et peut-être vendre ce bien à 165 000 au lieu de 144 000 €. Mais je voulais tourner la page. La réalité, c'est que j'ai dû faire beaucoup d'efforts pendant plus de 4 ans pour générer 27 000 € de gains. Relancer le locataire en retard, gérer un syndic défaillant, sans compter les pléthores de petits soucis du quotidien. Tout ça prend du temps et surtout de l'énergie. Alors certes, je ne vais pas me plaindre, 27 000 €, c'est un beau montant, mais grâce à cette vente, je dispose maintenant de temps et d'énergie que je peux investir ailleurs, notamment sur Finari, qui est évidemment mon principal objectif. Le temps que j'ai récupéré, je peux aussi le passer avec des proches ou sur des choses qui me font vraiment plaisir. Personnellement, je ne réitérerai pas l'opération, mais si c'était à refaire, j'achèterais plus proche de chez moi pour pouvoir intervenir plus facilement en cas de problème. Je prendrai aussi une agence immobilière dès le départ,
car même si ça coûte quelque chose, ça m'aurait évité pas mal de soucis. Ce que je retiens de cette expérience, c'est que l'immobilier locatif n'est pas fait pour tout le monde. Certains adorent rénover, négocier, gérer du concret. Moi, j'ai simplement découvert que ce n'était pas ce que je voulais et ce n'était pas là où j'étais le plus efficace. Au final, 70 094 € sont arrivés sur mon compte après la vente. J'ai décidé d'utiliser cet argent pour renforcer mes positions, notamment sur la partie boursière. J'ai fait un versement sur mon contrat d'assurance vie luxembourgeois ouvert chez Finary One, la gestion privée que j'ai créée. L'allocation 100% en ETF est la suivante, 20% sur le S&P 500 top 20 uniquement, 15% sur de l'or, 13% sur le Stoxx Europe 600, 13% aussi sur un S&P 500 équipondéré, 11% dans des actions value, des actions à valorisation correcte, 10% en actions chinoises, 9% sur des hedge funds long-short et 4% sur des valeurs énergétiques mondiales. Enfin, il me reste 3% de cash pour rester à l'affût d'éventuelles opportunités. Concrètement, fini pour moi le syndic, les locataires et les imprévus. Je me libère du temps en optant pour des investissements qui ne nécessitent pas de supervision. Pour moi, l'investissement efficace correspond à un système, et qui dit système dit automatisation. Automatiser de la bourse, de la crypto, c'est plutôt simple. Automatiser de l'immobilier physique, c'est quasiment impossible. Ça me demanderait de déléguer, d'avoir des équipes, d'avoir surtout beaucoup plus de biens pour que tout ça ait un sens économique. Et surtout, je ne pense pas être la meilleure personne pour générer une performance qui justifie tout cet investissement de temps. Ne vous détrompez pas, mes 62,9% de plus-value après impôt sont déjà une très belle performance. Mais en réalité, cela représente un manque à gagner. Que se serait-il passé si j'avais investi mon apport en bourse? Par exemple, dans un ETF MSCI World qui réplique les performances des actions des économies développées. Voici ma simulation. Je choisis un ETF capitalisant car il réinvestit automatiquement les dividendes et me permet donc d'augmenter ma performance sur le long terme. Entre septembre 2020 et mars 2025, mon investissement aurait augmenté de 76,7%. Mes 43 015 € auraient donc valu 76 011 €. Ma plus-value brute aurait donc été de 32 996 €. Mais maintenant, c'est au tour de la plus-value nette d'être calculée. Si j'avais investi via un compte titre, j'aurais payé la flat tax au taux de 30%. Donc ma plus-value nette aurait été de 23 097 €. Si j'avais investi via un PEA ouvert depuis plus de 5 ans, je n'aurais payé que les prélèvements sociaux, soit 17,2%. Ma plus-value nette se serait donc élevée à 27 320 €. Autrement dit, j'aurais réalisé à peu de choses près la même plus-value qu'avec la revente de mon bien, mais sans le stress et tous les aléas que j'ai dû gérer. D'ailleurs, ce comparatif souligne également l'importance du choix de l'enveloppe. Le PEA est bien plus intéressant que le compte titre dans ce cas précis. Et d'ailleurs, sur le PEA, je ne paye même pas d'impôt au moment de la vente, mais bien au moment du retrait des fonds. Autrement dit, si je laisse le produit de la cession dans l'enveloppe, je continue de capitaliser dessus. Vous l'aurez compris, j'ai donc perdu de la performance. Bien sûr, c'est en coup d'opportunité. Surtout, c'est toujours facile de donner des leçons ou d'avoir des regrets lorsqu'on observe le passé. Dans le contexte si particulier de 2020 et le Covid, tout aurait pu arriver. S'il y avait une crise boursière, j'aurais pu perdre beaucoup. J'aurais dû investir dans le Bitcoin dès 2008. J'aurais dû acheter Nvidia dès 2001. La vérité, c'est que raisonner a posteriori sur les performances du passé, c'est un biais auquel il faut faire très attention. Personne, je dis bien personne, ne peut anticiper le marché. La bourse offre de la performance, mais elle est très volatile. L'immobilier, c'est l'inverse. Moins de rendement potentiel, mais plus de stabilité et de prévisibilité. Les loyers tombent régulièrement et la valeur du bien évolue plutôt à la hausse, même si elle peut être lente. Dans un portefeuille, l'immobilier joue un rôle d'amortisseur en cas de choc. L'autre leçon pour moi, c'est le pouvoir de l'effet de levier. Avec un investissement initial bas, il est possible de gagner beaucoup. Mais tout se joue au moment de l'achat. Il faut bien gérer ses risques et pouvoir rembourser son emprunt. Pour moi, la grande leçon de cette vidéo peut se résumer en une phrase: investir, c'est aussi apprendre à se connaître.